L'histoire de Camille Costa de Beauregard commence le 17 février 1841 à Chambéry, dans une famille de la noblesse savoyarde. Son père, Pantaléon Costa de Beauregard, est premier écuyer du roi de Piémont-Sardaigne. Il s'est uni par le mariage à Marthe Saint-Georges de Nérac, dont il aura 11 enfants. L'enfance de Camille, ça n'a pas été une enfance très rose. Parce que d'une part, le papa était très souvent absent, étant donné qu'il était député au Parlement de Turin. Et puis, d'autre part, la marquise de Vérac était une femme assez sévère, voire très sévère. Il avait une scolarité difficile, parce qu'il avait une santé effectivement défaillante, qui n'a pas permis qu'il fasse des études suivies. Son père l'a ramené au château parce que sa santé fragile ne lui permettait pas de poursuivre ses études chez les jésuites à Toulouse. Et son père l'a confié à l'abbé Chenel, qui était un prêtre de Rumilly, quelqu'un de très apprécié, qui a su faire son éducation, qui a su le laisser libre, garder tout un champ de liberté, mais en même temps lui fixant des règles précises. Lorsqu'il a eu l'âge de l'adolescence, il a commencé à prendre un peu de distance par rapport à la religion. Il a gardé une seule prière, une prière à la Vierge, qui s'appelle le « Souvenez-vous ». Et lorsque son précepteur, l'abbé Chenal, est venu donc le prendre en main, eh bien, il a respecté son cheminement, il ne l'a pas brusqué. On peut penser que cette période était une période assez, à la fois assez intéressante pour Camille, parce qu'il aimait les relations et qu'il était très apprécié. C'était un jeune homme très apprécié, élégant, qui plaisait aux gens. Et puis, une période aussi d'inquiétude, parce qu'il se posait la question de l'existentiel, de ce qu'il allait devenir, de sa foi en particulier. Et c'est seulement donc au bout de quelques années qu'il a eu cette illumination dans la cathédrale, où là, il a retrouvé, comme il dit, ce Dieu que je fuyais. Et c'est là aussi qu'il a senti la première vocation à devenir prêtre. Sa mère, habitée par une grande piété, donne spontanément son accord. Son père, qui nourrissait pour lui de hautes ambitions, accepte avec résignation de ne pas entraver la liberté du choix de vie de son fils. Il a demandé à ses parents de partir au séminaire français de Rome, puisque la noblesse avait plus de facilité pour entrer au séminaire de Rome. Donc il est donc parti au séminaire de Rome, accompagné par l'abbé Chenel. Ça ne s'est pas fait forcément dans la joie, parce qu'il quittait une famille qu'il aimait beaucoup. Il avait beaucoup d'intérêt pour les musées, pour les ruines romaines de la ville. Et l'abbé Chenel était toujours là pour le raisonner un peu. Il le reprenait beaucoup sur sa fierté, sur l'image qu'il donnait de lui généralement. Un soir, il rentre chez lui et l'abbé Chenal lui avait offert ce tableau de Benoît-Joseph Labre, le pauvre des pauvres. Et il lui a dit, c'est jusqu'à là qu'il faut aller dans le détachement. Ça l'a fait beaucoup réfléchir et à partir de ce moment-là, il a adopté cette attitude de dépouillement et puis essayer de vivre un peu dans la pauvreté et vivre le plus humblement possible. Voilà, ce sont des grandes qualités qu'il développera toute sa vie, l'humilité et la pauvreté. Et puis en 1867, il est donc rentré en France et a demandé à devenir prêtre à la cathédrale, comme 4e vicaire, sans solde et sans logement. Camille se consacre au monde ouvrier, la classe la plus pauvre de la société. Il fonde avec l'abbé Chenal la société Saint-François de Sales, une société de secours mutuel et une caisse de retraite pour répondre à l'urgence et à la maladie. L'irruption du choléra en 1867 amène Camille à changer de projet. Les familles pauvres des faubourgs de la ville sont atteintes de la maladie. De nombreux enfants se retrouvent orphelins, abandonnés dans les rues. Très rapidement, il s'est dit, ça ne peut pas se poursuivre comme ça. Il faut que je trouve quelque chose pour loger ces enfants. Et donc, en interrogeant un petit peu les notables, l'un d'entre eux est venu le voir en lui disant, voilà, écoutez, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. J'ai une ancienne maison des douanes qui ne sert plus. Et si vous voulez, je vous la loue. Et donc, un jour de décembre, Camille et l'abbé Chenal sont venus voir cette petite maison des douanes, qui est la maison du bocage actuelle. Ils ont trouvé que cette maison dans un cadre très champêtre, avec des jardins, des bois, les chants des oiseaux. Donc, c'est en mars, finalement, que les premiers enfants sont rentrés au bocage. Une des premières choses que Camille a fait, c'est la construction d'une chapelle.
C'est vraiment un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui se levait le matin très très tôt, à 4 heures en général, et qui passait longtemps devant le Christ, allait à la chapelle, avant de célébrer l'Eucharistie, et qui chaque jour faisait une visite au Saint-Sacrement. Ça, c'était fondamental pour lui, c'était essentiel. Il y a quand même 2 personnes qui sont centrales pour Camille Costa de Beauregard. C'est Saint Vincent de Paul, pour la pauvreté et puis l'attention aux plus pauvres, et puis Saint François de Sales, qui est notre saint savoyard. Camille aspire à créer un lieu qui ne fournit pas uniquement l'hospitalité et la scolarité. Il veut offrir un milieu éducatif complet, aidant chaque enfant sur les plans affectifs et spirituels, tout en y intégrant une pédagogie de la douceur, comme l'encourage saint François de Sales. Rien par force, tout par douceur. En cela, sa pédagogie sera proche de celle de Don Bosco, qu'il rencontrera à Turin en 1879. Cette pédagogie, elle passe par des moyens concrets. Alors ces moyens concrets sont d'une part la rencontre qu'il faisait avec les jeunes. Chacun des jeunes, il les rencontrait. Il disait sa messe à 5 heures le matin. Il était présent avec eux jusqu'au soir. Et voilà, c'est cette présence qui était très, très importante et qu'il a érigé en principe et qui conseillait à ses éducateurs également. Et puis il y avait aussi d'autres moyens qui étaient de sortir avec les enfants. Il allait beaucoup en promenade avec les enfants, dans la campagne, dans la montagne, il adorait ça. Il a senti que la musique avait un rôle important dans l'éducation. Et donc, il a lancé la musique instrumentale en particulier. Il a fait une salle de théâtre et il a créé ou écrit des pièces. Il en a joué beaucoup. C'était des pièces à caractère religieux, la plupart du temps. Il faisait tout pour que sa proximité avec les jeunes soit une proximité constructive. Et c'est quelque chose de très important que le jeune puisse s'exprimer, exprimer ses dons, exprimer ses talents. La mascotte du bocage, c'est le marronnier. C'était un arbre que Camille a planté, mais qui avait du mal à pousser. Et des années plus tard, il a donné un exemple à ses enfants, parce qu'il avait survécu, l'arbre avait grandi. Et donc Camille leur disait, voyez, votre ami le marronnier, il a failli mourir, mais il a survécu. Il a vécu parce qu'il voulait vivre. Or, pour vivre, il faut le vouloir et lutter contre tous les ennemis inévitables. Et ensuite, la grâce fait le reste. Il prenait beaucoup d'exemples de la nature, beaucoup d'exemples autour de lui. C'était sa manière de parler aux enfants. Il pensait que l'enseignement agricole était la meilleure solution. Il disait la meilleure garantie de moralité et d'emploi. À une époque où à 14 ans, on était certainement mis en entreprise, lui avait décidé que ce n'était pas le moment de lâcher des jeunes, c'était pas ce moment-là où ils sont fragiles. Lui, il souhaitait les garder jusqu'au moins jusqu'à 16 ans, pour qu'ils aient une culture solide, apprendre un métier, avoir une formation chrétienne suffisante. Son désir, lui, c'était de former de bons ouvriers, de bons pères de famille et de bons chrétiens. Il acquiert des terrains pour donner l'espace qui convient à son centre d'apprentissage horticole, qui est équipé de serres modernes et chauffées. La formation qui est donnée est reconnue dans toute la région. Elle permet une bonne qualification et un salaire supérieur à la moyenne de l'époque. Le bocage accueille de plus en plus de jeunes. Il faut s'agrandir. Il part en quête d'une implantation secondaire aux portes de Chambéry. Il la trouve à 4 km de la ville, au lieu dit La Villette. Puis viendra une maison pour jeunes filles au château des Marches. Camille a demandé aux frères des écoles chrétiennes de venir faire la scolarité. Puis très rapidement, il s'est aperçu qu'il fallait une présence féminine. Il a pu obtenir que les filles de la charité viennent assurer à la fois la classe, l'infirmerie, la cuisine. Donc ces religieuses sont restées très longtemps au bocage, jusque dans les années 1950. Il était de santé fragile depuis l'âge de 16 ans. Malgré cette santé, il a été extrêmement actif toute sa vie. Ça, c'est quelque chose qui est étonnant. Il a eu une force et un courage remarquables pour vaincre toutes ces difficultés. Quand on lit certaines de ses notes, il parle par exemple de ses maux de tête insupportables, et alors qu'il est en voyage, on n'a pas su beaucoup ça à l'époque. Il ne se plaignait pas. Il a passé le relais à son neveu Ernest, donc en 1910, son neveu Ernest qui a tenu cette maison jusqu'en 1954. Et puis ensuite, la période d'arrivée des Salésiens à partir de 1954, quand Ernest, qui avait quelques années avant sa mort à se dire qui va me succéder,
il a choisi finalement les Salésiens de Don Bosco. À sa mort, Camille Costa de Beauregard laisse un héritage précieux, l'esprit du bocage, une pédagogie de la douceur, une éducation et une formation solide basée sur la confiance et l'affection, un profond esprit de famille, la valorisation de l'effort, l'appel à la raison et l'écoute, tout cela dans une atmosphère de foi transmise et vécue au quotidien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bientôt, les témoignages affluent pour attester de la personnalité exemplaire de Camille Costa. C'est en 1925 que va s'ouvrir la phase savoyarde de son procès qui va conduire à sa béatification. Et elle va consister essentiellement en interview, si on peut dire cela, de personnes qui ont connu Camille Costa, notamment d'orphelins et d'anciens orphelins du bocage, qui vont témoigner. Donc cela va constituer un dossier, ce dossier va être envoyé à Rome, et la phase suivante va être une phase de relecture de ce dossier qui va prendre du temps, puisque cette phase romaine va déboucher en 1991, quand le pape Jean-Paul II va déclarer Camille Costa vénérable. Pour une béatification, il y a un cheminement, mais il faut un miracle. On a redécouvert dans les archives du bocage le procès verbal très précis d'une guérison inexpliquée qui avait eu lieu en 1910. Ce sont des orphelins du bocage, ils rentrent de promenade du côté des Charmettes et on s'aperçoit que l'un d'eux est sérieusement blessé à l'œil. Il s'agit d'un jet par un de ses petits camarades de bardane. Vous savez, ce sont des petites boules végétales avec des épines et puis qui s'agrippent aux vêtements. Sauf qu'il s'avère que dans les jours qui suivent, non seulement la blessure ne guérit pas, mais qu'elle s'aggrave. Et il y a deux choses. Il y a une neuvaine de prière, donc 9 jours de prière. Ça ne donne rien pour commencer. L'avant-dernier jour, la religieuse infirmière du bocage prend un linge qui a appartenu à Camille et le place sur l'œil de l'enfant. Le lendemain matin, elle enlève le linge et l'œil est complètement sain, ce que constate le médecin ophtalmologue. Donc guérison inexpliquée, vous voyez, mais dans un contexte de prière, hein, je me permets de le dire, puisque ça intervient le dernier jour de la neuvaine. Bon, et l'archevêque de Chambéry de l'époque a eu le bon esprit de faire mettre par écrit, sous serment, le récit de cet événement par les témoins. Donc c'est ce dossier qui a été redécouvert par Françoise Bouchard dans les archives du bocage, qui a été présenté à Rome. Donc des médecins romains se sont prononcés, 7 ophtalmologues, qui à l'unanimité ont déclaré que cette guérison n'était pas explicable scientifiquement, ce qui a permis aux théologiens et aux cardinaux de Rome de déclarer qu'il s'agissait d'un miracle. Alors, ce qui est remarquable, c'est, à mon avis, c'est la continuité de cette œuvre. De découvrir qu'elle est aujourd'hui, elle vit sur les mêmes principes et même sur les mêmes éléments constitutifs qui ont contribué à sa création en 1868. Autrefois, Camille a voulu s'occuper de jeunes en difficulté familiale, des enfants orphelins. Aujourd'hui, le bocage, c'est une maison d'enfants avec des jeunes accueillis parce qu'ils sont en difficulté familiale. Et puis une formation qui était une formation horticole. Et aujourd'hui, cette formation horticole continue. Formation en floriculture et même en espace vert, la nature, proximité de la nature. Et aide à la personne, qui est un troisième volet plus récent, mais qui correspond bien aussi à cette envie de s'occuper des enfants en difficulté.